je suis très content de pouvoir un peu présenter un espèce allez, un petit voyage aux sources de ce que je fais finalement. Parce que c'est vrai, bon, j'ai grandi en Belgique, je suis né en 54, et en fait, quand je suis rentré à l'école primaire en 1960, eh bien voilà, j'étais en plein dans ce qu'on appelle l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge. Et il y avait, comme vous le savez tous, il y avait deux grands hebdomadaires qui se faisaient concurrence. Il y avait Tintin et il y avait Spirou. Mon père était un lecteur de Spirou avant la guerre. Il a été un lecteur de Spirou au début de l'occupation. Après, il a dû partir, évidemment. Puis après, vous connaissez un peu son histoire. Tintin, c'était moins la tasse de thé de mon père, sûrement. Mais en tout cas, moi, j'avais... Bon, mon père ne m'achetait pas de bande dessinée parce qu'il voulait que je lise. Il voulait que je lise des livres. Il a toujours eu très peur que je reste idiot et que je ne lise que des bandes dessinées. C'est vrai qu'à l'époque, la bande dessinée, c'était quand même que destiné à la jeunesse. Et mon père m'avait abonné à la bibliothèque communale, hein, pour que j'aille louer des livres, emprunter des livres et que je lise. Et finalement, je faisais semblant de les lire et en cachette, je lisais des bandes dessinées que des copains me prêtaient. Je n'étais pas abonné à Spirou, mais j'avais des copains qui avaient Spirou et je suivais Spirou. J'avais pas d'album à la maison. Mais c'est vrai que Tintin, il a fait partie du paysage de mon enfance. Et évidemment, à l'époque, les Tintins qui paraissaient, donc c'était tous les Tintins qui avaient finalement été faits avant la guerre et ceux qui avaient été faits juste après la guerre. Donc c'était vraiment les grands classiques, quoi. C'était depuis Tintin au Congo jusqu'au Sceptre de Tokar, grosso modo, l'affaire Tournesol, je pense. Et c'était un monde qui me plaisait énormément. Et bon, le don du dessin, bon, ben, je l'ai hérité de mon père, je l'ai raconté hier dans la conférence que j'ai consacrée à deuxième génération. Mon père, c'est le métier qu'il voulait faire finalement, et les vicissitudes de la guerre a fait qu'il ne l'a pas fait, il n'en a pas fait son métier. Mais nous étions 4 enfants, on était 3 à être doués en dessin. Ma grande sœur a fait des études aux Beaux-Arts à Liège, elle a fait son lycée aux Beaux-Arts. Moi, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts à Jérusalem, à Betzalel. Et, mais bon, je suis le seul de nous 3 à en avoir fait un métier. Mais pour moi, ça a toujours été clair que c'est ce que je voulais faire et par la bande dessinée. Alors, vous voyez, là, quand mon père a eu 90 ans, on a fait une petite exposition de travaux à lui qu'on avait. Alors, Les Sept Nains, c'est un dessin que mon père a fait en 41, avant son arrestation. Et en fait, c'était Blanche-Neige de Disney était arrivée en Europe et c'était un monde qui plaisait beaucoup à mon père. Il a aussi dessiné Mickey et Donald Duck qui se serrent la main. Et le dessin que vous voyez sur la page d'à côté, en fait, c'est une case que mon père a recopiée en 1950. Je pense que c'est l'Étoile mystérieuse. Et donc, la bande dessinée était présente, bien que mon père avait un peu peur que je me confine à la bande dessinée et que j'oublie de lire. Mais bon, je n'ai pas été ni encouragé ni découragé à dessiner, mais ça a toujours été mon monde. Et ça, c'est un autre dessin que j'ai retrouvé de mon père dans un de ses tiroirs à la maison. Il n'est pas daté, mais je pense qu'il date d'après la guerre. Il est signé Henri, tout en haut, là, en dessous du chat. Et c'est un dessin que j'ai recopié quand j'avais 14 ou 15 ans. Et c'est sûr que voilà, tout ça allait un peu dans le sens de la bande dessinée, d'humour. Ça ressemble un peu aussi beaucoup à l'illustration française classique de l'époque, à Dubout et à d'autres. Tout ça, ça a vraiment été mon monde visuel. Et ça, c'est des dessins que j'ai montrés hier également, qui sont des caricatures que mon père a fait après la libération des camps, quand il a été rapatrié en Belgique. Il était dans un sanatorium et dans un orphelinat entre 45, 46 et 46, 47, et il avait encore jamais appris. Et on voit qu'il avait vraiment le don pour le dessin, et puis que l'humour, la caricature, la bande dessinée était quelque chose qu'il avait en lui, quoi, qu'il portait en lui. Et puis il y a ce livre. Voilà, ça a été ma première lecture. Ça a été La Bête est morte. C'était en fait la seule bande dessinée qu'il y avait à la maison. Et c'était évidemment une bande dessinée qui raconte la guerre. Et ces cases-là, ce sont des cases qui m'ont beaucoup parlé et que j'ai beaucoup regardé, même avant de savoir lire. Quand je suis rentré à l'école primaire, j'ai reçu en cadeau un album à colorier de Tintin, avec une boîte de crayons de couleur.
Je me souviens plus si c'était Carandache ou des autres. Et en fait, quand j'avais des moments libres, je coloriais des cases de Tintin au Congo et d'autres qui avaient dans cet album à colorier. J'ai un souvenir vraiment très, très précis de ça. J'étais dans un pensionnat et on n'avait pas le droit d'avoir des bandes dessinées. Mais un album à colorier dans lequel il y avait des dessins comme ça c'était permis. Donc je le faisais et je lisais au pensionnat des bandes dessinées en cachette, que je cachais sous mes vêtements dans mon armoire. Et à l'époque, les bandes dessinées que j'avais, c'était des petits trucs qu'on achetait dans les gares. Alors je ne sais pas si quelqu'un est de cette génération, mais il y avait une bande dessinée qui s'appelait Tartine. Et c'était l'histoire d'une vieille dame. Et c'était des petits trucs, je ne sais pas moi, ça devait être à peine plus grand qu'un passeport au niveau du format. Et c'était en noir et blanc, ça coûtait 5 francs belges. Et moi, mon argent de poche, il passait à acheter des tartines que je collectionnais et que je cachais dans mes armoires. Donc ça a vraiment été mon monde. Évidemment, plus tard, j'ai commencé à acheter des petits albums. Les albums, ils n'étaient pas cartonnés. C'était bon marché, les albums de Lucky Luke. Et en fait, tous les héros de l'époque de l'âge d'or de la bande dessinée franco-belge, que ce soit Lucky Luke, que ce soit Tintin, Spirou et Fantasio, mais tout ce qui paraissait dans Spirou. Et il y avait énormément. Il y avait aussi Tillieux, qui publiait Gilles Jourdan. Il y avait Gigé, qui publiait Jerry Spring. Il y avait Roba, qui commençait Boule et Bill. Il y avait Peyo, qui avait commencé par Jean et Pierre-Louis. Et puis Bonabruisfer. Et puis finalement les Schtroumpfs. Donc tout ça, ça a été mon monde. Et je passais mon temps à les lire, à les regarder, à les recopier. Ça, c'est une feuille d'un de mes cahiers de quand j'avais 9 ans. Voilà, je m'entraînais à dessiner des Lucky Luke. Mon rêve était d'être un cow-boy. Ça, c'est moi à l'âge de 5 ans. D'accord? J'avais demandé à mon papa 2 pistolets pour mon anniversaire. Mon père, évidemment, avec son passé, qui était un opposé à la guerre et aux armes, a quand même craqué pour moi et j'ai eu droit à 2 pistolets à pétard avec une ceinture et un chapeau de shérif. Donc quand même, pour moi, c'était vraiment... Je me projetais dans le Far West. Et là, si vous observez bien cette photo, qui a été faite à la campagne, moi, je n'habitais pas à la campagne, il y a par hasard une vache derrière moi, et derrière, il y a 2 chevaux. Voilà, il y a même 2 chevaux derrière moi. Évidemment, là, quand j'étais déjà en primaire, ça y est, Astérix et Obélix avait déjà commencé à remporter un succès, hein, puisque le premier datait de 59, hein, Astérix le Gaulois, et puis après il y a eu la Serpe d'Or, si je me souviens bien dans l'ordre, et ces bandes dessinées sont arrivées chez nous, qui étaient aussi des albums non cartonnés, pas chers, et ils ont vraiment fait partie de mon monde, c'était mes héros. Il y avait Lucky Luke, il y avait Spirou, Fantasio, Gaston Lagaffe et le Marsupilami, et il y avait Astérix et Obélix. Et ils avaient tous en commun d'être dans l'humour, d'être dans la souplesse du trait, d'être dans un certain grotesque. Tout le monde est grotesque chez Astérix, tout le monde est grotesque dans les aventures de Spirou. Et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Alors je voyais ce qui se passait dans Tintin, mais pour moi, les bandes dessinées de Tintin lui-même, les histoires de Black et Mortimer de Edgar Jacobs, Alix l'intrépide de Jacques Martin, tout ça était quelque chose qui me plaisait moins, ça me parlait moins. C'était un peu trop sérieux, un petit peu trop rigide. Il y avait aussi Michel Vaillant, si je me souviens bien, il y avait Dan Cooper. Toutes ces choses-là, je les connaissais, je les feuilletais, je les lisais, mais ça me plaisait moins, ça me parlait moins. J'ai jamais recopié ces albums-là. Je ne me suis jamais identifié à ces héros-là. Par contre, tous les autres, oui, je m'étais complètement identifié. Et là, voilà, c'est déjà de octobre 66. Là, en octobre 66, j'ai 12 ans. Je rentre à l'Athénée de Seraing, hein, ce qu'on appelle le collège, et j'apprends le latin. Et dans mon cahier de latin, j'ai mis tous les personnages. On traduisait la guerre des Gaules de Jules César. À la fin de chaque chapitre, je recopiais une case d'Astérix. Et j'avais des bonnes notes aussi pour mes dessins, pas uniquement pour mes versions. Et voilà. Et moi, mon héros, vraiment le héros qui m'a toujours parlé le plus, ça a été Gaston Lagaffe. Il y a quelque chose dans la poésie de Gaston Lagaffe, dans l'humour de Franquin. Et finalement, c'est vrai que quand je le relis aujourd'hui, je vois à quel point Franquin a été en avance sur son époque avec les thèmes sociétaux qu'il a traités. Parce que Gaston Lagaffe, c'était, à l'image de Franquin, un écologiste avant l'heure. Et c'est merveilleux de revoir ces histoires, comme il amène ses animaux au travail.
et comme il respecte la nature, comme la poésie qui a un peu aussi l'humour, évidemment, la révolte de Franquin contre l'autorité, avec Lontarin, avec Monsieur de Mesmaquer. Alors là, vraiment, ça a été mon monde, ça a été extraordinaire, et ça, j'avais 12, 13, 14 ans. Ensuite, bon, ça, en parallèle, je m'amusais aussi à recopier des caricatures qui avaient été faites pendant la guerre contre Hitler et le Troisième Reich. Donc ça, c'est vrai. J'étais quand même d'une maison post-Shoah. J'avais cette littérature-là dans la bibliothèque de mon père. Donc il y avait en parallèle la bande dessinée franco-belge qui me parlait beaucoup, et il y avait la caricature qui me parlait beaucoup. Et finalement, c'est devenu mes deux métiers. Ça, c'est le livre où j'allais cueillir ces dessins que je recopiais. Quand j'ai eu 15 ans, je suis venu en Israël pour la première fois avec un mouvement de jeunesse juif de Belgique. On a travaillé dans un kibbutz et puis on a eu un week-end de libre. Et lors de ce week-end libre, je suis allé voir une grand-tante que je ne connaissais pas à Tel Aviv, et elle habitait à côté d'un kiosque à journaux. Et là, j'ai découvert le Med Magazine. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu ça en Belgique. Et voilà, c'est de avril 69. Moi, j'étais en Israël juillet-août 69. Et j'ai feuilleté, j'ai vu que c'était marrant. J'ai acheté un Med Magazine, c'était bon marché. Et là, j'ai commencé à découvrir cette bande dessinée américaine qui est en fait, ce n'est pas la bande dessinée classique, ce n'est pas les super-héros, ce n'est pas la bande dessinée underground de Crumb, c'était une bande dessinée satirique. C'était toute une équipe de gué-lurons new-yorkais, beaucoup d'eux étaient juifs, pas tous. Ça, c'est Mort Drucker qui faisait tous les mois la satire d'un film ou d'une émission télé. Il y avait Jack Davis, dont j'aimais beaucoup la souplesse, l'humour et l'extrême dans l'humour. Après, j'avais déjà 16-17 ans, j'achetais Playboy en cachette. C'était interdit aux moins de 18 ans, mais mon libraire qui me connaissait m'autorisait quand même, il me le vendait en cachette. Et en fait, ce qui me plaisait dans Playboy, à part la photo du milieu, c'était qu'il y avait une bande dessinée qui s'appelait Little Annie Fanny, qui était une satire de Little Orphan Annie, qui est une bande dessinée américaine classique. Et tous les mois, il y avait une aventure désopilante, faite finalement par toute l'équipe de Mad Magazine. Vous voyez les noms, il y a Harvey Kurtzman, qui était un des fondateurs, Will Elder, Jack Davis, et c'était des bandes dessinées extraordinaires, pleines d'humour, pleines de satire sociale, de satire politique, de critique de l'Amérique, et du machoïsme américain, des pin-up, de Playboy lui-même. C'était vraiment très, très intéressant. Et en fait, voilà, je suivais ça en parallèle. Et finalement, quand j'ai commencé à faire mes premières bandes dessinées amateurs, quelque part, l'influence de Med est rentrée dedans. Évidemment, en parallèle, j'étais à la fin du collège, au début du lycée, j'ai commencé, je ne dis pas à m'abonner à Pilote, mais j'achetais Pilote tous les mercredis. Le mercredi matin, à l'ouverture de ma librairie, j'étais le premier à être là pour acheter Pilote avant d'arriver en cours. J'allais à l'école en tram, et dans le tram, j'avais l'occasion de lire Pilote. Et Pilote, de cette époque, disons 69, 70, 71, ben c'est le Pilote ça a été l'éclatement de la bande dessinée française d'après mai 68. Ça, c'est important de rappeler cette époque, parce que finalement, jusqu'à mai 68, les pages de satire sociale qui étaient tenues par Reiser, par Cabu, par Wolinski, par GB, par Bretécher, par Mondrika, dans Pilote, n'existaient pas encore. Et finalement, moi, j'ai découvert ça, évidemment, en mai 68, j'étais un peu trop jeune pour comprendre ce qui se passait à Paris, mais j'ai compris avec les années à quel point mai 68 avait apporté un vent nouveau également dans le monde de la bande dessinée. Et j'ai choisi cette planche de Cabu et Wolinski parce que c'est un hommage, vu qu'ils ont été assassinés à Charlie Hebdo. Mais moi, Le Grand Duduche, je lisais ça avec énormément de plaisir, et puis j'ai continué à le lire dans Charlie Hebdo, Cabu, et voir ses caricatures, et aussi Wolinski, qui était vraiment très, très en avance sur les choses qu'il faisait. Et ce qu'il faut comprendre pour les gens qui n'ont pas grandi dans cette génération, c'est à quel point ce que Pilote a fait à l'époque, et puis ce qui a été fait dans Harakiri, et puis après dans Charlie Hebdo, à quel point
des gens comme Reiser étaient des gens révolutionnaires dans la bande dessinée. Ils ont poussé les limites très très loin. Et moi, ça correspondait tout à fait à mon adolescence. C'était parfait pour moi comme lecture. Et puis en parallèle, et j'étais encore au lycée, Gottlieb, qui était mon préféré à Pilote. Quand j'achetais le Pilote, la première chose que je lisais, ça a été au départ les Dingos dossiers, puis la rubrique à braque de Gottlieb. Le Dingo dossier qu'il écrivait, avec lequel il collaborait avec Goscinny, c'était une fameuse équipe, Goscinny et Gottlieb. Et puis après, ces rubriques à braque qu'il faisait seul, finalement, à un moment donné, je pense au début des années 70, je ne me souviens plus si c'était 72 ou 73, avec Mandrika et Bretécher, ils ont fondé l'Écho des Savanes. Et l'Écho des Savanes, ça a été vraiment une bande dessinée, c'était l'avant-garde, c'est-à-dire ils allaient très loin, ils poussaient les limites de ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on pouvait montrer. Ça allait dans un humour extrême. Chez Gottlieb, c'était parfois scatologique, il y avait beaucoup de sexe, il y avait beaucoup de choses qui n'auraient jamais pu être publiées ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu un peu sortir du carcan de la bienséance, parce que quand même la bande dessinée était aussi régie par les lois des publications pour la jeunesse de 1949. Et en parallèle, c'était l'explosion de la bande dessinée underground dont Crumb était le maître, qui a été suivi par beaucoup d'autres, Shelton et beaucoup d'autres. Et les bandes dessinées de Crumb étaient traduites en français dans Actuel, qui était un espèce de fanzine, un espèce de journal genre post-hippie. Donc j'ai pu, en temps réel, grandir avec les classiques, découvrir la nouvelle bande dessinée française post-mai 68, et puis découvrir cette bande dessinée un peu underground et les nouveaux fanzines de l'époque, dont l'Écho des Savanes. Et tout ça, ça a été mon école finalement, parce que le métier que je fais, je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas appris la bande dessinée dans une école. Quand j'avais 17 ans et 18 ans, j'ai découvert un magazine, un fanzine, qui paraissait à Bruxelles, édité par un éditeur qui s'appelait Michel Deligne, qui s'appelait Curiosity Magazine. Et j'ai eu ses coordonnées par un oncle à moi, qui était un de ses clients, qui était collectionneur de BD, et je suis allé lui montrer ce que je faisais, et il m'a donné une page ou deux dans son magazine, et j'ai travaillé avec le Curiosity de 18 à 19 ans, jusqu'à ce que je parte en Israël, en fait. Et là, c'est le 4e de couverture que j'avais fait pour le sommaire. J'avais dessiné ces deux cow-boys. C'était la première aventure que j'ai publiée chez lui en 73 ou 12. Je ne parviens pas tout à fait à lire. C'est l'histoire de deux héros de bande dessinée qui sont à la fois finalement inspirés du Lucky Luke et inspirés de Blueberry. Alors oui, Blueberry, ça a été vraiment une de mes lectures. Hein. C'était aussi une des choses que je préférais dans Pilote. Et ça, c'est une autre bande dessinée que j'ai publiée là-bas. J'étais déjà en première année d'architecture, en fait, que j'étudiais à Liège. Et ça, je pense qu'on voit vraiment, dans ces bandes dessinées que j'ai publiées chez Curiosity Magazine, on voit vraiment le mélange de tout ce que j'ai retiré de Gottlieb, de tout ce que j'ai tiré de Mad Magazine, dans la dérision, dans les personnages. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup formé finalement. C'était ça, j'avais pas encore un style propre, mais c'était clair que c'était cette direction-là dans le dessin qui me plaisait, que ce soit dans la caricature ou dans la bande dessinée. Bon, j'ai fait 4 années d'études d'art graphique aux Beaux-Arts Bezalel à Jérusalem. Il n'y avait pas encore de bande dessinée en Israël à l'époque. Si, elle était sporadique et épisodique dans des petits magazines qui n'avaient pas une grande influence sur la culture de la bande dessinée en Israël. Ça paraissait, ça disparaissait, ça venait, ça repartait. La bande dessinée, c'est vraiment une chose que je voulais faire, mais quand j'ai terminé mes études, là c'est moi, dans ma chambre d'étudiant, quand j'étais étudiant à Bezalel, je voyageais peu à l'époque en France. Il n'y avait pas encore Internet, donc j'ai en fait eu une période de 10 à 15 ans, 10 ans, au moins 10 ans, de déconnexion du marché français. Je ne pouvais plus suivre en temps réel ce qui se passait, et puis nous étions jeunes couples, nous étions jeunes parents, étudiants, et puis après, en début de carrière, tous les deux, ma femme et moi, chacun dans son domaine. Ma femme était nutritionniste en hôpital, moi j'étais dessinateur, illustrateur, et finalement, j'ai fait un peu de bande dessinée en Israël, parce que je ne voulais pas me déconnecter, mais je ne suivais plus ce qui se passait là-bas. Mon projet de fin d'études, en 1978,
a été une série de plusieurs posters dans lesquels j'ai dessiné la société israélienne telle que je la voyais, avec beaucoup d'humour, avec aussi beaucoup de personnages, avec beaucoup de couleurs. Et en fait, pour les Israéliens, ce style de travail, pour eux, était ça. On m'a mis une étiquette franco-belge. Voilà, parce que les Israéliens ne dessinaient pas comme ça. La culture des Israéliens, la culture graphique, en illustration et en dessin d'humour, ne venait pas de France et ne venait pas de Belgique. Elle venait plutôt d'Amérique ou d'Europe centrale. Beaucoup des caricaturistes israéliens étaient originaires à l'époque de Hongrie. Et c'est un style très différent. Et les quelques bandes dessinées qui étaient sur le marché, qu'on pouvait trouver dans les kiosques et dans certains magasins, c'était plutôt des super-héros américains. Et finalement, la griffe que j'avais, ou le style que j'avais, qui était en fait l'expression de ma culture de base, finalement, on m'a catalogué et reconnu, et ça a été très bien, hein, comme quelqu'un qui représentait un peu la culture franco-belge. Alors, ce dessin-là, évidemment, c'est clair que ces scènes-là, bon, ben, j'ai été nourri par ces scènes dans les posters de Dubout, dans certaines cases qu'on pouvait trouver dans des albums d'Hergé, dans des albums de Maurice, dans des scènes de rue comme ça, aussi chez Franquin. Et j'ai fait pendant des années des posters humoristiques. Ça a été mes 10 premières années de carrière. Je n'ai quasiment pas fait de bande dessinée, mais j'ai fait des posters qui étaient un peu comme une bande dessinée en une seule case. Là, c'est La vie dans un kibbutz. D'accord ? C'est un travail que j'ai fait en 1987. Et puis, je suis aussi... j'ai travaillé avec un éditeur qui a dessiné le monde, dans le même style. Ça, c'est un poster que j'ai dessiné sur la ville de Manhattan en 1983. Et ça, La vie dans un pub londonien en 1984. Donc, pendant quelques années, j'ai voyagé dans des pays, en Grèce, aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour et à Londres, pour dessiner les villes, pour en faire des produits pour le marché touristique, des calendriers, des cartes postales, etc. Et, et je pense qu'il y a tout le savoir-faire qu'il y a dans ces travaux-là, ils sont un espèce de mélange de tout ce que j'ai appris dans la bande dessinée franco-belge et dans Mad Magazine, qui ont vraiment été mon école. En 1988, est sortie en Belgique une série de 4 albums pour célébrer les 10 ans de la mort de Jacques Brel. J'ai été associé à cette opération et j'ai reçu la chanson Le Moribond à illustrer sur 4 pages. Et c'est comme ça que je dessinais à l'époque. Voilà, je pense que quand on voit mon Bruce Springsteen, il est à la fois Gottlieb, il est à la fois Mort Drucker, il est resté ce mélange des deux qui est resté un peu quelque part mon image de marque. Alors, quand j'ai eu la possibilité, à la fin des années 80, qu'on m'a proposé un nouveau magazine pour enfants, c'était créé en Israël. C'était un mensuel, pardon, et l'éditrice, la rédactrice en chef, qui avait vu quelques bandes dessinées à moi, m'a proposé en fait de faire une bande dessinée de 3 pages tous les mois dans ce magazine. Et en fait, c'était la première fois en Israël que j'ai vraiment fait des histoires avec un héros, des histoires qui se prolongeaient dans le temps et qui se passaient ici. Ça se passait en Israël. Les personnages parlaient en hébreu. Mon petit personnage, c'est ce garçon-là, qui s'appelait Mister T. C'est un nom qui m'avait été imposé par l'éditeur. Et il voyageait dans le temps. Alors je l'ai fait voyager à l'époque des croisades, au moment de la conquête de Jérusalem. Donc voilà, il est arrivé, il a rencontré Godefroy de Bouillon dans mon histoire. Donc je me suis beaucoup amusé d'un côté à raconter des histoires en fait qui étaient liées à ma culture de base et au fait que je sois israélien, mais je les ai faites aussi avec un but, c'était de montrer aux enfants israéliens une certaine manière franco-belge d'approcher la bande dessinée. De faire des mises en page, de faire des recherches de documentation, d'avoir une certaine richesse en couleurs. Ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait en Israël à l'époque. Et je sais que beaucoup de jeunes ont lu ces bandes dessinées que je publiais à l'époque, et c'est quelque chose qui a marqué toute une génération. Voilà, à un moment donné, dans une autre aventure, il rencontre Ben Gurion. Il revient en arrière dans le temps, dans les années 50, et il rencontre Ben Gurion dans son kibbutz, et il lui raconte ce qu'est devenu Israël après son décès. Et mon personnage, dans la case de droite, va à Tel Aviv avec Ben Gurion, et ils sont acclamés par la foule. Et finalement, après avoir dessiné cette scène, j'ai compris
que ce que j'avais dans mon imaginaire, finalement, c'était cette scène de Tintin. Quand Tintin défile à New York, à la fin de l'album Tintin en Amérique, et il est acclamé par la foule, comme ça se fait souvent aux États-Unis. Et finalement, ça montre à quel point, même si je n'ai pas été un grand lecteur de Tintin, même si Tintin n'était pas mon préféré, Hergé n'était pas mon préféré, il a vraiment énormément marqué mon imaginaire. Et quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour les enfants en Israël, j'ai un peu mélangé ces deux mondes que j'avais. Voilà, dans une des aventures, mon personnage arrive à l'époque du Far West, puisque bon, le Far West, avec Lucky Luke et Blueberry, ce sont toujours des choses qui m'ont beaucoup parlé. Et finalement, vu que cet enfant venait d'ailleurs et que dans le village où il est arrivé, il était suspect, ben, on décide de le pendre, tout simplement. Il y échappe, ne vous inquiétez pas. Mais finalement, c'est de là que c'est venu cette idée. D'accord ? Je n'ai pas dessiné avec Tintin en Amérique ouvert sur la table. Mais toutes ces scènes, toutes ces aventures que je racontais pour la première fois, mon imaginaire était totalement nourri de mes lectures d'enfance. Et j'ai voulu partager ça avec les enfants d'Israël dans les années 90-80. Voilà, là, et voilà, il est quelque part dans le désert avec un personnage qui est son compagnon de voyage, un peu comme McClure de Blueberry. Mais voilà, cette scène-là, c'est pas pour rien que je l'ai inventée. Ou même dans une autre scène, il y a des voleurs d'antiquités qui a arrêté mon personnage avec ses amis parce qu'il leur avait mis la main dessus. Ils avaient compris qu'ils volaient des antiquités pour les vendre au marché noir. Cette scène-là que j'ai complètement imaginée, ce n'est qu'après que je l'ai retrouvée dans l'île Noire. Donc c'est vraiment, c'est sûr que l'imagerie dessinée qu'Hergé a créée est quelque chose qui a énormément compté pour moi. Je suis parti en 1990 en Chine dans un voyage organisé avec des Israéliens. C'était la première fois que j'y allais. C'était juste un an après les événements de la place Tiananmen. J'ai fait la Chine classique. Ce n'était pas la Chine d'aujourd'hui. Ce n'était pas encore la construction en hauteur. J'ai vraiment vu la Chine vraiment touristique classique. J'ai fait là-bas 600 diapositives en 3 semaines. Et quand je suis revenu, j'avais tellement de documentation que j'ai décidé d'envoyer mon personnage en Chine dans une aventure. En fait, à la recherche du thé, parce qu'on n'avait plus de thé en Israël et que la Chine avait complété la construction de la Grande Muraille et que plus personne ne pouvait y rentrer, ni en sortir. Et mon personnage se change en chinois et arrive à pénétrer en Chine et à ramener en Israël des graines de thé pour en faire pousser dans le désert. Ça, c'était toute mon histoire. Mais toute l'imagerie, elle est venue de là. On voit ici l'album du Lotus bleu avec cette dominance du rouge, avec cette présence de la calligraphie chinoise. Et en fait, la première page de l'album, c'est mon héros qui va faire un graffiti sur un mur dans la cité interdite, mais en même temps, il y a une affiche sur laquelle il est recherché, que sa tête est mise à prix pour $1 million. Parce qu'on a découvert qu'il était étranger et qu'il était en Chine et qu'il fallait le retrouver. L'idée m'est venue d'où ? Ben évidemment, l'idée m'est venue du Lotus bleu. Cette histoire de mise à prix, j'ai trouvé que c'était pour une aventure, un rebondissement qui était intéressant à aller revisiter. En me disant, les enfants d'Israël n'ont pas lu le Lotus bleu, ils n'ont pas grandi avec Tintin, alors ils vont grandir avec mon héros dans des histoires qui ressemblent un peu à celles que j'ai connues. Alors il a finalement été arrêté, il avait aussi un carcan exactement comme Tintin, voilà. Voilà, je pourrais dire que je n'ai rien inventé, mais en tout cas, je suis allé puiser consciemment et inconsciemment dans ma mémoire visuelle et dans mes souvenirs de lecture d'enfance, des situations que j'ai voulu recréer. Alors, un des posters que j'ai fait, c'était Hong Kong. J'ai passé 15 jours à Hong Kong, j'ai esquissé la ville, je suis revenu, ça, vous voyez juste un fragment du poster, mais finalement, je me suis complètement mis dans la lignée de ce qu'a fait notamment Hergé, qui en fait s'est documenté sur la Chine avec son ami Chang. À l'époque, il n'y avait pas Google, on n'allait pas en Chine aussi facilement. Aujourd'hui, on ne va plus en Chine jusqu'à la fin du corona. Mais c'est Chang qui était venu en Belgique pour étudier l'art, qui a instruit Hergé à sa demande sur ce qu'il fallait qu'il sache pour la Chine pour pouvoir la dessiner. Et c'est lui qui l'a aidé dans la calligraphie chinoise. Et finalement, quand je suis parti faire ce travail, je suis un peu reparti quelque part sur les traces de mon imaginaire enfantin.
Et en fait, tout ce que j'ai écrit en chinois, ce sont des vrais textes que j'ai recopiés d'un lexique que j'avais acheté. Je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit, mais ce sont des trucs très marrants. Les gens qui comprennent le chinois rigolent beaucoup quand ils lisent ça. Bref, autre influence, je suis devenu caricaturiste politique en 1997, où j'ai commencé finalement ma carrière à travailler pour une émission de Morning News sur la deuxième chaîne israélienne. Et je venais 2 à 3 matins par semaine faire une caricature sur la situation politique. Alors là, on était, d'après la date, en 2001, on était en pleine intifada. Et il s'avère que c'est l'anniversaire d'Aric Sharon qui a 75 ans. Et dans le journal que j'ai, on me donnait tous les journaux du jour en hébreu. À la page culture, je vois que dans le journal Haaretz, il est question que c'est l'année des 75 ans de Tintin. Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette caricature. J'ai dessiné Sharon comme Tintin sur la couverture des cigares du pharaon, avec Arafat et Assad et d'autres en momie. Et les cigares, ce n'est pas des cigares, c'est des dynamites, puisqu'on est en pleine intifada. Et Milou, il a une tête de mort. Et donc, c'est vrai que même si les Israéliens n'avaient pas cette culture et que pour eux, Tintin leur parlait sûrement moins qu'à des francophones, je pensais que c'était intéressant de faire cette espèce de revisite de ma culture d'origine et de la transplanter comme un nouvel organe en Israël. Voilà, ça c'est la couverture qui était publiée dans le même journal et dont j'ai pu m'inspirer quand j'étais en studio à la télévision pour faire ce dessin. En 1994, un jeune groupe d'Israéliens, dont Rutu Modan, ont décidé, on fait un contrat avec Med américain, et ils ont décidé de faire une édition israélienne du Med Magazine. C'est à moi qu'on a demandé de faire la première couverture. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, puisque j'étais aussi un grand lecteur et un amoureux de Med Magazine. Et en fait, j'ai dessiné Alfred Newman, qui est le personnage emblématique du Med Magazine, en macho israélien. Ça, c'est le macho israélien de 1994. À l'époque, il y avait des grands téléphones portables avec des antennes, des trucs qui pesaient 1 kilo presque. Les Israéliens avaient un beeper, hein, c'était l'ancêtre du téléphone portable. Souvent, ils avaient un flingue à la ceinture, pas tous, mais beaucoup en avaient. Voilà, donc je l'ai vraiment mis en israélien et c'était pour moi une façon de rendre hommage aussi à Mad Magazine. En 2007, j'ai organisé avec l'Institut français et l'ambassade de Belgique un colloque sur le centenaire d'Hergé. Ça s'est tenu à Jérusalem, dans un centre de conférence internationale qui s'appelle Mishkenot Shanani, merveilleux. Et c'est l'affiche que j'ai fait. L'affiche s'appelait Tintin à Jérusalem. Et le thème était Hergé et la politique. Le président d'honneur qui est venu ouvrir ce colloque d'une journée, c'était Pierre Assouline, qui est un des biographes d'Hergé. Il a écrit une très belle biographie que j'avais lue. Un de mes invités était Daniel Couvreur, grand spécialiste de Tintin, journaliste au soir, qui est venu parler du contexte de Tintin au Congo. Plantu est venu parler de son amour pour Tintin. Et voilà, on a fait un joli colloque intéressant. Ce dessin-là, on avait prévenu Nick Rodwell qu'il y avait un tel colloque, mais qu'on n'était pas en mesure de pouvoir l'inviter parce qu'on n'avait pas les budgets. Et il nous a souhaité bonne chance. Et quand on lui a envoyé ce dessin, il nous a envoyé ses avocats pour interdire de l'utiliser, en disant que c'était un plagiat. C'était pas tout à fait vrai, c'est pas du tout un plagiat. D'abord, c'est un hommage, et puis c'est pas vraiment Tintin, c'est pas vraiment Dupont-Dupont. Je pensais que ce dessin était tout à fait légitime, que c'était un clin d'œil qui avait tout à fait lieu d'être, mais pour ne pas créer d'incident diplomatique, l'ambassade de France, qui soutenait ce colloque, a décidé de retirer le dessin de son site. Mais bon, c'est une anecdote intéressante. C'est une anecdote intéressante parce que, justement, on parlait précédemment de Spirou. Bon, c'est vrai, Spirou a pu être repris par plein de gens et Tintin, une fois qu'on le touche, on s'attire des emmerdes. Voilà, disons-le comme ça. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher, à une occasion ou une autre, d'utiliser un peu l'iconographie emblématique de Tintin pour faire une caricature contre la politique de la Chine au Tibet. J'ai fait ce dessin-là, Tintamarre au Tibet, avec le Dalai Lama et avec le premier président de la Chine.
J'ai pas eu d'ennui, j'aurais peut-être pu en avoir. J'ai écrit Merci Hergé, tout s'est bien passé. Euh, dans deuxième génération, je pense vraiment que, d'une part, c'est vrai, j'ai été fortement marqué au niveau du contenu, au niveau de l'approche du texte et de la manière dont les choses avaient été racontées et ouvertes. J'ai été très marqué par Maus, positivement marqué. Je pense que c'est vraiment un grand chef-d'œuvre. Et finalement, quand j'ai commencé à faire mon premier grand livre, finalement, ce n'était pas les bandes dessinées pour enfants que je faisais dans les années 90, c'était autre chose. C'était un roman graphique, autobiographique, très, très ouvert et très personnel. J'ai vraiment décidé de travailler de la manière classique, de passer d'abord par une grande phase d'écriture, après par une grande phase de mise en esquisse, de mise en page, pour finalement arriver à faire mon travail en me basant sur beaucoup de photos de famille. Ça, c'est la famille de mon père avant la guerre, qui m'a permis de faire ces images, de trouver le langage graphique dans lequel j'allais finalement traduire ces photos. Comment est-ce que je nous ai finalement tous plus ou moins destinés, je nous ai tous plus ou moins caricaturés, et il a fallu quand même pour moi que je fasse tout un processus dans lequel finalement Émile Bravo a eu aussi un rôle, puisqu'on en parlait tout à l'heure. J'ai compris que je pouvais très bien raconter une histoire qui était très personnelle, qui était liée à la Shoah, dans laquelle il était question du suicide de mon petit frère et du post-trauma de toute ma famille et du trauma de mon père, dans un style qui était un style un peu grotesque, propre, très rond, pas réaliste au sens classique du terme. Je, pense, je rejoins beaucoup là-dessus, finalement, Émile Bravo dans ses Spirou. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le décalage qu'il y a entre la douceur un peu enfantine du travail graphique et la profondeur très très mûre du texte. Il y a quelque chose là-bas qui, moi, me parle énormément. J'ai lu quasiment toutes les bandes dessinées qui ont été faites sur la Shoah ces 10 dernières années. Je pense que je les ai toutes lues. Ce sont les réalistes que j'aime le moins. Ce sont les réalistes qui essayent d'être le plus proche de la réalité, qui sont les moins touchantes. Finalement, par exemple, si je parle du travail de Barbara Yelin, je trouve que la liberté graphique qu'elle a, avec ses crayonnés aquarellés, qui sont évidemment basés sur le réalisme, mais avec une grande liberté, ça donne une envolée lyrique à son travail qui, moi, me parle énormément. Et toutes les choses qui sont trop proches du réalisme, je les trouve un peu sèches. Et en tout cas, au niveau de l'émotion, ça me touche beaucoup moins. Ça, c'est un point de vue très personnel, évidemment. Mais voilà, donc ça, c'est les photos de famille sur lesquelles je me suis basé. Voilà, ça, c'est nous quand on était gosses et la façon dont je nous ai dessinés. Alors, on n'est pas... C'est vrai que quand je nous vois dessiner, je nous reconnais absolument. Mais bon, j'ai pris une grande liberté par rapport à ce qu'on était vraiment. Et je l'ai pris pour plusieurs raisons. Un, je ne sais pas dessiner autrement. Et deux, j'ai pas assez de photos. J'ai pas assez de photos pour pouvoir être toujours fidèle à la réalité. Et je pense que la crédibilité est plus importante que la véracité. Voilà, je pense que on peut se donner beaucoup de liberté dans le style graphique tant qu'on reste très véridique et très près de l'émotion dans la façon, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on raconte. Donc tout ça, ce sont les photos de classe qui m'ont permis de faire ces pages qui racontent mon école, ma période scolaire quand j'étais gosse. Et voilà, bon, je pense que vraiment, ce style-là, qui est aussi un style que finalement que j'ai dans mon dessin de presse. Je ne sais dessiner que d'une seule façon. Quand j'ai fait, effectivement, quand j'ai fait deuxième génération, c'était la première fois de ma vie que je travaillais en noir et blanc. Et je ne pensais même pas que j'en serais capable. Je n'étais pas sûr. Je pensais que j'avais besoin de la couleur. Et ça a été pour moi une grande découverte. Ça a été pour moi une grande découverte de découvrir que je pouvais finalement me passer de la couleur et que finalement la couleur, elle n'était pas là pour faire beau, elle devait avoir une fonction. Et que si elle n'était pas nécessaire, on pouvait s'en passer. C'était quelque chose de... C'était comme une école pour moi de faire cet album.
Le deuxième album qui est paru il y a un peu plus qu'1 an et qui raconte ma vie en Israël, pour moi, c'était hors de question que je le fasse en noir et blanc, parce qu'en Israël, on a du soleil tout le temps. C'est pas comme la Belgique, ma Belgique natale. Hein, Jacques Brel l'a très bien chanté. Et donc, pour moi, ça a été clair que j'allais travailler d'une façon différente. Donc, j'ai pas travaillé au pinceau, j'ai travaillé à la plume pour avoir des contours plus fins. Et j'ai travaillé à la couleur parce que je voulais que ma bande dessinée soit pleine de soleil, dans les pages où il y avait du soleil. Et j'ai aussi, je me suis basé sur de la documentation, sur des photos. J'ai trouvé énormément, puisqu'il est question de ces 40-45 dernières années, il y avait déjà plein de documentation accessible sur Google. Par exemple, sur l'écran, c'est la rencontre entre Sadat et Begin, quand ils ont fait les accords de paix entre Israël et l'Égypte. Dans l'album, il y a une page qui est vraiment une de mes pages préférées, où je raconte au lecteur qu'après un certain temps en Israël, finalement, je commence à passer ma belgitude commence à devenir, je commence à devenir israélien. Et je fais une espèce de fresque où j'utilise beaucoup Magritte, qui est un de mes peintres préférés, d'accord, que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai toujours beaucoup aimé Magritte, même quand j'étais gosse, où je détourne tous ces tableaux emblématiques et je les mets à la sauce israélienne. Et notamment ce grand falafel qui remplace la pomme verte qu'il y a dans son tableau. Je dis, voilà, dans la rue, le falafel est roi. Ou alors, en bas, il y a Ceci n'est pas une pipe, et je mets Ceci n'est pas la Belgique, parce qu'en fait, voilà, j'explique qu'en Belgique, on est obligé de sortir avec un parapluie, même en été, alors qu'en Israël, on ne sort jamais avec un parapluie, qu'en Belgique, la pluie est une malédiction, et qu'en Israël, c'est une bénédiction. Voilà. Et dans la case du milieu où j'ai la colombe qui me passe en face du visage, je raconte que je découvre le plaisir de dormir sans pyjama. En Belgique, j'ai toujours dormi avec un pyjama parce qu'il fait toujours froid. Et en fait, en Israël, j'ai eu le plaisir de découvrir ce que c'était dormir à poil. Voilà, c'est ce que j'écris. Et puis, marcher pieds nus sur le carrelage. En été, marcher pieds nus sur le carrelage, ça fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai aussi détourné ce tableau des pantoufles de Magritte. Donc, j'ai beaucoup aimé, je trouve que cette page, elle traduit un peu finalement le dessinateur que je suis. Il y a mes origines et ce pays d'adoption que j'ai choisi quand j'avais 19 ans. Et voilà, donc ça continue dans ce même style qui est toujours un petit peu à la limite entre le réalisme et la caricature. C'est là que je suis bien. Par contre, quand je parle d'événements réels, par exemple des opérations kamikazes et des bus qui explosaient dans nos rues pendant l'intifada, là j'ai recopié de façon réaliste des photos qui sont parues dans la presse. J'ai trouvé que c'était intéressant de mélanger dans des pages un style de hachure, comme ça, réaliste, fait à l'encre sépia, à côté de cases où je me dessine dans un style un peu différent. Et j'explique voilà, que ça explose autour de moi. Mon atelier est à Jérusalem, et c'est à Jérusalem qu'il y a eu la plupart des attentats, parfois pas loin de là où je travaillais, pas loin de là où on habite, pas loin de là où on travaillait ma femme et moi, dans une des rues principales de la ville. Et finalement, j'explique que je m'accrochais à mes pinceaux pour parvenir à continuer à faire mon travail tout en entendant les booms autour de moi et les sirènes. Donc c'est une page que j'aime aussi beaucoup dans ce livre et qui mêle vraiment tout ce que je sais faire. Voilà. Et je parle du mur de séparation, je parle des nuits blanches qu'on a passées parce que nos enfants étaient à l'armée. Donc tout ça, ce sont des choses voilà, très, très fortes pour moi. Mais quand je dessine véritablement ma ville, ça c'est la vieille ville de Jérusalem, en haut c'est la Via Dolorosa, où j'avais un collègue palestinien de Cartooning for Peace, qui était plus qu'un collègue, c'était un ami. On se rencontrait souvent. Il habitait à Ramallah et on se voyait souvent, soit à Jérusalem, soit dans des colloques internationaux, à Paris ou aux États-Unis ou ailleurs. On a été ensemble au Japon, on a été ensemble aux États-Unis, en France, en Belgique. Je suis allé chez lui, là où il est né, en Vieille-Ville. On est monté sur le toit de sa maison pour voir ce paysage merveilleux. Finalement, quand je faisais des scènes comme ça, je pensais vraiment à la manière dont
toute l'école hergéenne se documentait. Comment Hergé envoyait Jacobs en Écosse pour aller lui faire des esquisses de châteaux et d'îles, comment toute l'école réaliste de la bande dessinée franco-belge, le rapport qu'ils avaient à la recherche de documentation. Et, et pour moi aussi, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours énormément compté pour moi. C'est une chose que j'essaye aussi d'inculquer à mes étudiants. C'est une chose qui, moi, dans la bande dessinée franco-belge d'aujourd'hui, me parle toujours énormément. J'aime beaucoup la manière dont les décors sont posés et dont les personnages sont étudiés, et les costumes, et les époques. C'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé. Et voilà, quand j'ai commencé à enseigner la bande dessinée à Bezalel, c'était un cours qui n'existait pas. Ça a été en 1992. J'avais un directeur de département qui m'a proposé, qui m'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'attendais que ça. Et j'ai eu vraiment la chance, on peut dire, que dans le premier cours que j'ai donné, Rutu Modan, qui est aujourd'hui la plus grande créatrice de bande dessinée en Israël, était mon élève. Et en fait, je suis venu en classe avec ma collection de bande dessinée. À l'époque, 92, c'était l'âge d'or de À suivre, des éditions Casterman, entre autres. C'était aussi une époque où Glénat s'était énormément développé. Il n'y avait pas encore Delcourt, mais par contre, vraiment, il y avait une prédominance de cette nouvelle bande dessinée proposée par À suivre avec, bon, il y avait Tardy, il y avait Juliard, il y avait plein d'autres. Et en fait, je leur amenais à chaque cours 3-4 de mes albums de ma collection, qu'ils ne pouvaient pas lire, puisqu'ils étaient tous en français. Je les leur lisais en leur traduisant. Et finalement, le style de Rutu, c'est un style ligne claire, alors elle n'avait pas lu Hergé, elle n'a pas grandi en Belgique, elle n'a pas grandi en Europe, mais c'est quelque chose qui a cette espèce de recherche graphique très très franco-belge et quelque chose qu'il a beaucoup porté dans son travail. Et c'est intéressant que ce soit venu de cette façon-là. Parce que moi, je me disais, les mangas, ils n'ont pas besoin de moi pour les lire, et moi, je ne suis pas un lecteur de manga. Les BD américaines de super-héros, ils les ont lus quand ils étaient plus jeunes. S'il y a quelque chose que je peux venir leur apporter et leur apprendre, c'est l'approche de la bande dessinée franco-belge qu'ils ne peuvent pas avoir connue parce que malheureusement, elle n'est pas suffisamment traduite en anglais. En tout cas, à l'époque, je parle de 92, dans les années 90, on traduisait peu. Il y a, à mon avis, et c'est une des particularités de la France, c'est pour ça que j'ai tellement venir à Angoulême et en Belgique, c'est parce que tout ce qui est bon dans le monde est traduit en français. Tout ce qui est bon dans la franco-belgie n'est pas traduit en anglais, et je trouve que c'est un grand dommage pour le lectorat mondial. Et voilà, et ça c'est une caricature que j'ai faite il y a en janvier 2020, quand Trump a annoncé son fameux deal à Bibi Netanyahou pour son pseudo-plan de paix au Moyen-Orient, que je critique énormément. Quand je fais cette caricature-là, dans mon esprit, je fais de la bande dessinée franco-belge. Je vais chercher des images d'archives de Carter, Sadat et Begin qui se serrent la main, de Clinton, Rabin et Arafat qui se serrent la main, et je les dessine un peu à ma sauce, qui est la sauce franco-belgienne et Mad Magazine, et c'est vraiment resté ma marque de fabrique aujourd'hui. Voilà, et puis voilà, je voulais juste partager avec vous ce dessin que j'ai fait pour un collectif qui s'appelait Rire contre le racisme, qui avait été publié par Casterman en 2006. Et c'est un dessin que j'avais fait, et c'est mon dessin de presse le plus traduit dans le monde. Et voilà, ce sont ces deux zèbres, hein, qui dit mon père est noir et ma mère est blanche, et l'autre dit ben, moi c'est l'opposé. Et voilà, c'était une certaine façon de dire voilà, nous sommes tous égaux. Et quand j'étais invité avec Plantu à un colloque qui avait eu lieu à Atlanta, j'ai été invité dans une classe de collège, une classe mixte, il y avait des enfants blancs et des enfants noirs, disons-le comme ça, hein, comme la ville d'Atlanta d'ailleurs. Et j'ai refait ce dessin pour eux, au tableau. Ils m'ont demandé de leur faire un dessin. J'ai dessiné mon premier zèbre, et puis le deuxième. J'ai mis une bulle vide, et puis une autre bulle vide. Les enfants attendaient que j'écrive le texte. Dans la première bulle, j'ai écrit My dad is black and my mom is white. Dans la seconde, j'ai mis it's the opposite.
Les enfants ont ri et applaudi, et une petite fille a pointé son doigt, et je dis oui. Elle m'a dit, ben, c'est comme moi, mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis un zèbre. Et je lui ai dit, parfait, vous avez tout compris. Voilà. Et donc finalement, c'est ce que je voulais un peu vous raconter, que cette culture franco-belge, à laquelle est venu s'ajouter aussi du Med Magazine, et ça a été très important, elle a été finalement mon école. Parce que finalement, quand j'ai commencé à enseigner la bande dessinée en 92, j'ai dû un peu inventer mon cours. J'ai dû un peu, sur le tas, devenir prof de bande dessinée, puisque moi-même, je n'avais pas eu de prof de bande dessinée. Mais tous ces maîtres que j'ai eus, dont j'ai dit une partie des noms, et Jérôme Mobius, il a eu une grande, grande importance parmi eux. Ça a vraiment aussi été un grand maître pour moi, à tous les niveaux. J'ai eu aussi la chance de le rencontrer plusieurs fois. Tous ces gens-là, en fait, ils ont été mes maîtres. Ils ont été mes maîtres malgré eux. J'ai eu l'occasion de rencontrer Franquin 2 années avant sa mort, à Bruxelles, chez lui, une petite rencontre qu'il m'avait accordée d'une demi-heure. Et je suis allé le remercier de tout ce qu'il m'a appris et de tout ce qu'il m'a donné. Et je voulais qu'il le sache. Voilà.